tous. Donc je suis Mélanie Bénard-Crozat. Vous m'entendez bien là ou pas? Oui, ça va. On est en petit comité, donc ça va bien se passer. Je suis la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine, et donc j'ai le plaisir de vous accompagner cet après-midi pour cette table ronde où on va parler donc intelligence artificielle et éthique, le couple impossible. C'est une question, pas une affirmation. On va voir ce qu'en pensent nos experts et débattre de ce sujet. Donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Wafa El Moumoui. Donc je vais voilà, comme ça vous pourrez voir également les fonctions. Donc directrice stratégie digitale, directrice Watson et Cloud Platform donc chez IBM France. À vos côtés, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Juste à côté, nous avons le plaisir d'avoir Paul-Olivier Gibert, donc président de Digital Ethics, et à vos côtés, Frédéric Charles, directeur stratégie digitale innovation de Suez Smart Solutions, que l'on a entendu d'ailleurs lundi soir sur un certain nombre de sujets. Et Paul Olivier était avec nous hier sur la thématique de la valorisation des données, où on a déjà commencé à approcher un peu cette thématique de l'intelligence artificielle qui suscite évidemment un certain nombre de questions. Le thème est un petit peu galvaudé, c'est un peu le buzzword du moment, et on va revenir aussi un petit peu sur ce que l'on met derrière cette intelligence artificielle qui pose un certain nombre de questions, évidemment, dès lors que l'on parle de capacité de décision donnée à cette intelligence artificielle. Évidemment, les questions d'autonomisation, où là, effectivement, on souhaite que l'humain puisse garder la main sur un certain nombre de fonctions. On va y revenir parce qu'il y a effectivement le risque de biais, on en parlera ensemble également, et donc évidemment une problématique de discrimination, d'exclusion, et donc des enjeux en matière de gouvernance, en matière de sécurité, mais ça va évidemment au-delà. Donc il y a des sujets d'éthique qui font partie du titre de notre sujet, mais il y a également des questions juridiques et des questions morales. Ce sont donc les trois scopes sur lesquels on va revenir avec nos experts. Et peut-être, Bernard, commencer avec vous, mais avant ça, on va peut-être diffuser une petite vidéo qui va nous plonger dans un sujet. Alors, un petit instant, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, c'est un extrait d'une série récente de Star Trek, donc 2017, et je précise la situation. La personne est en prison, elle est enfermée dans un vaisseau qui a été attaqué, qui est à moitié détruit et qui menace de se volatiliser dans l'espace. Donc, elle va être amenée à négocier, et vous regardez comment elle négocie sa survie. Computer, implement steps of Brig Emergency Evacuation Protocol. Denied. Ethical protocols state prisoner evacuation to occur in life-saving circumstances only. This is a life-saving circumstance. I'm going to die in here unless you let me out. Speculation. Request to engage ethical protocols denied. How long before my cell's containment field fails? Approximately 8 minutes. At which point I will die. Confirm? Confirmed. Is the corridor outside the brig undamaged and still pressurized? Affirmative. Then getting from my cell through the blast door and into the corridor ensures my survival. Negative. Exposure to the vacuum of space for over 15 seconds would result in respiratory distress, shock, and suffocation before you're able to reach blast door. But if you open a meter-sized hole in the containment field, the rapid depressurization will shoot me through to the blast door in less than 6 seconds. Affirmative. But you will be unable to open the door in your inhibited physical state. Then ethically, you should open the door for me. Working. Request confirmed. Ethical protocols engaged. Chance for survival estimated at 43%. I'll take it. Depressurization commencing now. Donc vous ne saurez pas si elle a survécu. Alors là, on est effectivement dans la science-fiction, Ouais. mais avec les voitures autonomes. Eh bien, on est en plein dans la dedans. réalité. On est en plein dedans, et vous avez peut-être entendu parler des expérimentations qui sont menées pour savoir comment doit réagir l'algorithme, donc le système d'intelligence artificielle, par le MIT, une étude mondiale sur 233 pays pour savoir qui on doit tuer. Le jeune, le vieux, le conducteur de l'autre côté, la personne avec une poussette. Enfin bon, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que suivant les pays, on ne tue pas la même personne. En Asie, on tue le jeune. En Europe et dans les pays occidentaux, on tue le vieux. Et après, je ne vous parle pas du chat ou de quels autres animaux. Il y a une étude vraiment très précise sur, en gros, quelles sont les caractéristiques éthiques. Mais ce que l'on voit, c'est que le questionnement sur des notions de vie ou de mort
va devenir une partie essentielle de la dimension dans le domaine des transports, dans le domaine de la santé, puisqu'on aura de plus en plus de systèmes autour effectivement du diagnostic, du suivi, voire même des opérations chirurgicales ou autres. Donc par définition, c'est vrai que ce sont des questions qui ne sont plus de la science-fiction. Là, je vous montrer effectivement quelque chose qui est de la science-fiction, mais les problématiques que ça soulève sont pleinement d'actualité aujourd'hui. Quand on parle de vie ou de mort, et donc finalement la voiture qui choisit la mamie ou le petit enfant, soyons vraiment dans les extrêmes, là on est finalement basculé dans la morale. On va y revenir peut-être dans un second temps sur les principes éthiques qu'il faudrait mettre dans cette IA. Voilà, disons que... Quels seraient ces principes finalement et comment les intégrer? Alors d'abord, il y a un consensus qui devrait être établi. C'est d'ailleurs pour ça que l'étude a été menée, c'est-à-dire établir les bases d'un consensus pour savoir effectivement si les gens sont d'accord contractuellement pour rentrer dans une voiture qui peut, y compris les sacrifier eux, si effectivement dans une situation X, voilà, ça fait partie des choses. Donc je dirais que parmi les principes fondamentaux, il y a un principe de transparence. Et je précise qu'on en est extrêmement loin aujourd'hui, où la plupart des algorithmes sont protégés par le secret industriel, et où la notion de transparence est parfois même vaine, parce que ceux qui sont un peu spécialisés, ce qui n'est pas mon cas sur le deep learning, machine learning et autres, vous direz que parfois on n'est même pas capable de prévoir comment la machine va réagir. Donc c'est extrêmement complexe, mais à un moment donné, dans les termes très français, accountability, voilà, il faudra à un moment donné que les algorithmes connaissent un certain niveau de transparence, qui soit auditable, et que effectivement des experts, pas forcément les citoyens, soient à même de donner leur opinion sur effectivement les caractéristiques de sécurité, de transparence, d'interopérabilité, enfin beaucoup d'autres choses. Mais fondamentalement, on ne peut pas rester dans la black box, comme l'a appelé Franck Pasquale, un livre là-dessus qui s'appelait la société boîte noire, la Black Box Society. Et il disait effectivement aujourd'hui, ces sociétés ne sont redevables qu'à elles-mêmes. Et c'est une situation qui n'est pas tenable dans la durée. On le voit tous les jours avec Facebook, dont on parle beaucoup actuellement, et de ces algorithmes sur les fils d'actualité, les news feeds. Mais il est évident que, et pour des raisons politiques, et pour des raisons démocratiques, le statu quo en matière d'opacité ne sera pas tenable. Sur la partie transparence, c'est notamment l'un des 7 éléments qui sont avancés dans le dernier rapport de la Commission européenne, qui vient d'édicter un certain nombre de lignes directrices pour une intelligence artificielle éthique. Il y en a donc 7 au total, la transparence. Donc on ne va pas refaire le programme, mais quand même souligner facteurs et contrôle humain, robustesse et sécurité, on en parlera tout à l'heure, le respect de la vie privée, la gouvernance, évidemment, évidemment la transparence, donc soulignée par Bernard à l'instant, le bien-être sociétal et environnemental, la responsabilisation, ça, on y reviendra aussi, et puis il y a la diversité, la non-discrimination et l'équité. On en parle ensemble peut-être, Wafa, sur ce dernier point, qui est notamment en lien avec ce que j'évoquais précédemment, qui est de lutter contre ce risque de biais au cœur de l'IA. Ok. Donc il faut savoir que IBM a été, est une des organisations qui a participé à la rédaction en fait de ces recommandations donc, européennes autour de l'intelligence artificielle. Donc pour rappel, en fait, nous on a des principes assez clairs autour de l'intelligence artificielle qu'on qualifiera plus d'intelligence augmentée, puisque pour nous c'est de l'intelligence artificielle au service de l'homme, ou des systèmes cognitifs au service de l'homme, et non pas pour remplacer l'homme en tant que tel. Et l'ensemble des projets qu'on a réalisés avec différentes organisations dans différents secteurs d'industrie le démontrent encore. Donc l'intention est vraiment d'amener une intelligence augmentée dans les organisations. Ensuite, un deuxième principe pour lequel notre leadership, donc l'Unirométie, est très attaché, c'est la transparence. Donc vous parliez de cette notion de black box, effectivement, et il y a déjà quelques années, elle avait déjà pitché il y a quelques années à Davos sur ce thème et cette problématique de black box autour de l'IA. Et donc, il faut savoir que finalement, l'IA est aussi bonne que la donnée qu'on lui donne, puisque finalement, on entraîne une machine avec de la donnée, et le comment, c'est l'algorithme. Donc, important de savoir quelle est la donnée qui est utilisée pour entraîner les machines. Donc, il faut qu'on ait effectivement cette transparence sur le jeu de données qui a été utilisé. Et deuxième point très sensible pour IBM, c'est de respecter la propriété de la donnée de nos clients.
Donc que ce soit cette donnée, mais aussi l'ensemble ce que j'appelle les insights, les résultantes en fait d'un processus autour de systèmes cognitifs à partir de ces mêmes données. Donc tout ça doit rester la propriété du client final ou de l'utilisateur final. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et le troisième principe, c'est tout ce qui est autour des compétences et de l'inclusion. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'articles autour de l'importance d'avoir de la diversité en fait dans nos équipes de développement et dans les équipes de data scientists et même business analysts, etc. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un des moyens de limiter en fait les biais que l'on peut retrouver dans l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les organisations. Donc voilà, c'est ces trois principes et finalement on s'aligne très bien aux recommandations qui ont été travaillées avec une 50aine d'organisations au niveau européen qui regroupent finalement des académies, différentes organisations de secteurs différents également, et donc deux grands acteurs américains dont IBM. Donc en gros, ces recommandations, finalement, elles sont très en ligne avec ce qu'on applique régulièrement chez IBM en termes de responsabilité autour de l'intelligence artificielle. Donc pour revenir à la notion de biais, donc voilà, je me suis un peu écartée, mais je voulais réexpliquer, recommander le fait qu'effectivement on était très actifs et très, on va dire presque offensifs sur le sujet de responsabilité autour de l'intelligence artificielle, puisque c'est quelque chose qui motive finalement toutes les décisions que l'on prend sur ce sujet-là. Donc ce qu'on a mis en œuvre, c'est plusieurs choses. Notamment, nous avons un centre de recherche et développement qui partage régulièrement en fait, les best practices autour de l'intelligence artificielle, donc à destination des designers d'intelligence artificielle et des développeurs. Ça, c'est un premier point. Sur notre politique de recrutement, parce qu'on a aussi des équipes qui travaillent sur les systèmes cognitifs. Aujourd'hui, on est en pourcentage 50-50 en termes de diversité hommes-femmes. Et donc, vraiment, on s'y emploie donc, à recruter beaucoup de femmes aussi dans ce domaine-là. L'idée, c'est de perpétuer en fait nos concepts dans la réalité de nos activités auprès de nos clients. Donc c'est une démonstration en fait de la mise en place de cette diversité. Et le troisième point aussi, c'est que cette même équipe a développé en fait des outils qui permettent de détecter les biais. Donc les biais, on arrive à les détecter finalement assez simplement, ne serait-ce qu'en analysant les résultats issus d'un système cognitif. Donc les calculs sont assez rapides. Donc les détecter finalement, c'est pas la plus grande, c'est pas la partie la plus complexe. La partie la plus complexe, c'est d'atténuer ces biais. Parce qu'on peut dire, voilà, il y a des biais, il y a des résultats finalement qui sont jugés injustes et donc qui mettent à défaut une partie de la population ou de l'audience, etc. Et donc le fait d'effacer quelques variables pour essayer d'effacer ces biais, parfois ça ne suffit pas, parce qu'on peut aussi avoir des biais indirects, etc. etc. Donc, mais néanmoins, donc on a mis en place on a développé un toolkit qu'on a mis à disposition de la communauté open source, donc disponible pour tous, pour permettre à chacune des organisations de capitaliser dessus et de travailler sur ces biais et donc d'améliorer leur jeu de données si c'est nécessaire, ou bien d'améliorer leur algorithme. Donc c'est un peu les différentes actions aujourd'hui qui sont menées par IBM sur le sujet. Merci beaucoup. On revient tout à l'heure sur une autre notion qui sera sur l'acceptabilité, notamment parce que c'est effectivement un vrai sujet. On en parlera, Bernard, également. Peut-être, Paul-Olivier, évoquer l'aspect juridique avec vous, parce qu'il faut effectivement un cadre, il faut des règles éthiques pour accompagner le développement de cette IA de confiance, entre guillemets. Comment est-ce que vous voyez-vous ces règles édictées? Quelle serait l'autorité de régulation? Alors,
Je vais 4 heures et vous ramassez les copies à la fin. Mais nous, on s'en va dans 10 minutes. Alors, moi, je ne suis pas sûr qu'il faille une loi sur l'éthique de l'intelligence artificielle comme on a une loi sur la bioéthique. Pourquoi ? Revenons à quelques définitions. L'éthique, alors, c'est un vieux sujet. Plusieurs philosophes ont beaucoup écrit là-dessus, dont un est un sur lequel j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans, qui s'appelle Spinoza. Donc on peut revenir sur l'éthique de Spinoza, pardon. Mais le fait est, c'est que, de manière plus modeste, j'aurais tendance à avoir 3 définitions. La loi, c'est le pouvoir normatif qui définit un certain nombre de règles, d'obligations destinées à gérer les relations entre les individus au sein de la société. Là, effectivement, il y a une nuance par rapport à ce que je veux dire. Peut-être qu'on a un certain nombre d'objets pour lesquels il serait nécessaire et pertinent de créer une forme de personnalité. Je pense aux éléments d'intelligence artificielle qui pourraient prendre des décisions de manière relativement autonome et pour lesquels il serait vraisemblablement cohérent de créer une catégorie qui correspondrait à quelque part à l'équivalent de la personne morale que l'on a créée, disons, au début du XIXe siècle. Mais je ne suis pas sûr que ça suffira à régler le problème. La deuxième chose, c'est la morale et l'éthique. Alors, vous avez tous lu Diderot. C'est une question. La religieuse, c'est pas mal. Hein. C'est à relire dans les temps actuels. Mais il a écrit aussi l'encyclopédie. Et il y a une entrée qui s'appelle éthique. Une autre qui s'appelle morale. Si on regarde éthique, il y a marqué voir morale, et si on regarde morale, voir éthique. Donc, effectivement, les sujets sont un peu compliqués. Si on distingue les deux notions, pardon ? Il ne l'a pas fait tout seul. Il y avait un certain D'Alembert, oui. Le renvoi éthique, moral, je pense qu'il l'a fait tout seul. Je pense qu'il l'a fait tout seul et je crois qu'il l'a caché à ses camarades qui rédigeaient ça. Mais à l'époque, c'était un petit peu difficile de se faire imprimer. Alors, si on souhaite, soit on considère que les deux sont synonymes ou quasi synonymes, mais qui sont synonymes à travers l'encyclopédie par l'absence de définition, ce qui est très intéressant. Donc, ce qu'on peut opposer, c'est la morale, qui est quelque chose de normatif, donc avec des oui, on fait pas, on interdit, on autorise un certain nombre de choses, et l'éthique. L'éthique, effectivement, là, est quelque chose de beaucoup plus intéressant, parce que l'éthique suppose qu'on fasse appel au discernement. L'éthique se définit par l'existence d'un dilemme et par l'existence d'une solution qui n'est pas évidente. Quand on est dans l'application de la morale, si tu ne tueras point. Là, on est un petit peu dans l'impératif. Certains diraient impératif catégorique. Mais l'éthique, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question. Il faut rechercher la meilleure solution ici et maintenant. Et revenons aux questions relatives à l'éthique de l'intelligence artificielle avec la question de qui ma voiture va-t-elle tuer ? Alors, le problème, c'est que la voiture va peut-être tuer, mais autant parce qu'elle aura été programmée, ce qui posera un problème par rapport à l'intelligence artificielle qui n'est pas toujours fondée sur une logique de programmation, mais peut-être aussi tout simplement parce que les capteurs auront mal interprété un certain nombre de signaux. Et pardon ? C'est vu. Les deux se produisent. Les deux se voient. Et puis il y a des trucs qui sont assez intéressants, parce qu'il suffit d'un sticker pour que certaines formes d'analyse de forme produisent des résultats aberrants. C'est je ne reconnais plus le sens interdit parce qu'il y a un petit sticker dessus. Donc là, il y a un certain nombre de choses qui peuvent arriver. Et puis, à l'autre sujet, on est en train de créer, si on prend cette solution, c'est-à-dire qu'il faut que l'algorithme décide de qui va tuer en cas de situation lost. Bonjour la responsabilité pour ceux qui vont être chargés de rédiger ces programmes. Non. Je te rendrai la parole tout de suite après. Ce qui fait que certains se disent, mais finalement, dans ces éléments-là, il y a des éléments d'indécision, donc il faut réintroduire de l'aléa. Donc c'est une manière de programmer les choses. Alors pour revenir à l'éthique, la loi, je ne suis pas certain que ce soit très efficace, parce que c'est sans doute pas assez mûr, et qu'il y a certainement des catégories à faire apparaître. La morale, oui, mais finalement, quand on reprend les principes éthiques de la Commission, on est sur... tiens, je vais te passer. Je vais prendre des notes.
on est finalement sur une réplication d'une morale finalement assez classique. C'est une déclinaison du décalogue appliqué à l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant avec l'IA, avec l'IA et l'éthique, c'est que l'IA est un très bon sujet pour la démarche éthique. Concrètement, sur tel ou tel point, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc j'ai répondu à la question en disant que... Non, mais c'était ma réponse. C'était peut-être pas la question, mais c'était au moins ma réponse. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là... Georges Marchais, revu par Thierry Leluron, mais certains l'ont connu, mais pas tous ici. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Bon, alors, en fait, pour revenir sur le... Non, je ne vais pas terminer. Non, mais enfin, il faut vous dire que, Bernard, nous nous connaissons depuis très longtemps, et que... si on n'est pas un petit peu autoritaire sur la défense de son périmètre, il occupe le temps de parole de toute la truc. Donc voilà. Donc je pense tu es en train de t'aliéner l'arbitre, c'est pas bien. C'est déjà fait depuis hier pour l'aliénation de l'arbitre. Voilà Bernard. Non, en fait, c'est important de voir que là-dessus, sans vouloir créer la polémique, l'idée qu'on ne peut pas codifier par la loi la morale, ça pourrait nous amener à de très 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 grandes discussions. Moi, je parlerai surtout des technologies. Faut-il des lois pour encadrer les technologies de l'IA dans ces domaines? Je pense que puisqu'il a été question des quelques critères fondamentaux que l'on doit avoir à l'esprit quand on les développe, oui, la transparence ne viendra pas de la bonne volonté d'un acteur au hasard Facebook qui dira « venez voir comment mes algorithmes fonctionnent ». Vous avez peut-être vu que récemment une mission a été élaborée avec Facebook et le gouvernement sur le discours de haine. Par définition, il était mentionné dans le rapport qu'ils leur ont fermé la porte dès qu'il était question d'analyser les algorithmes en question. Donc là-dessus, je considère que pour suivre les questions de gouvernance de l'Internet depuis longtemps, je précise que dans une autre vie, j'étais négociateur aux Nations Unies sur ces questions, je veux dire, on voit bien que la bonne volonté des entreprises dans ce domaine n'existera jamais, surtout quand c'est en confrontation directe avec leur modèle économique. Donc, par définition, je crois qu'à un moment donné, l'obligation de transparence, ou pour reprendre les termes de Franck Pasquale de Harvard, c'est l'obligation de transparence qualifiée, c'est-à-dire en gros par des experts. Celle-là devra être encadrée par la loi. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème du recours à l'IA, du développement à l'IA, effectivement, à la fois pose un certain nombre de problèmes qui sont liés aux problèmes technologiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire maintenant et qu'on ne faisait pas avant. Absolument. Et là, il y a une autre dimension qui est une vraie dimension spécifique à l'IA, c'est qu'on va avoir une capacité de délégation à une machine que j'aurais tendance à considérer comme étant tout à fait nouvelle aujourd'hui, n'ayant jamais existé. Et là, effectivement, il y a des vrais sujets sur lesquels il faut travailler. Et sur ces vraies questions, je pense qu'effectivement, on ne trouvera pas la solution dans une réglementation, mais que de manière ponctuelle, par la reconnaissance d'une certaine forme de personnalité pour des objets qui auront une forme de comportement spécifique, que sur des obligations ciblées, sur le fait d'avoir une obligation de transparence pour les organismes, oui, sur les algorithmes. Mais ce n'est pas très très différent de ce qui existe en matière d'obligations de transparence financière qui ont été imposées. Je me tais à partir de maintenant, je vais dépasser mon temps de parole. Et qu'on revienne notamment sur, je dirais, l'intégration de cet enjeu éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez cette prise en compte par l'écosystème, par des acteurs clés, et comment est-ce que ça se concrétise si on est entré déjà dans cette ère-là? Alors, peut-être déjà se poser la question de pourquoi ce sujet apparaît maintenant, parce qu'en fait, moi j'ai démarré dans les années 90, mes premiers métiers, et j'étais déjà dans l'intelligence artificielle à l'époque. C'était des systèmes experts, on pilotait des hauts fourneaux, on a commencé à faire de la maintenance, et on ne se posait pas du tout ces questions-là. On essayait de récupérer la connaissance des experts avant qu'ils partent à la retraite pour arriver à continuer à faire fonctionner l'industrie. Alors peut-être qu'il y avait une hypothèse qui disait que la machine est inférieure ou égale à l'expert, donc comme on n'allait pas chercher à le dépasser, ça gênait personne. On a continué à faire ça ensuite pendant 30 ans, d'où les activités. On a fait piloter les usines et autres, les réseaux pour les sujets industriels que je connais. Et on prend bien sûr des micro-décisions permanentes qui ne vont pas jusqu'à tuer des gens, qui est un peu le cas extrême, mais qui prennent des décisions sur des populations, sur des territoires et autres. Donc, moi déjà, ma vision au niveau entreprise, j'ai un peu quand même l'impression qu'il y a des sujets qui sont nés dans l'entreprise et qui sont nés avec le digital. L'ubérisation s'en est un, ça s'est développé, et puis le politique s'est retrouvé, ou la société s'est retrouvée avec ce truc-là à traiter, et ça a été traité après coup. Là, on est un peu à l'envers. Ça fait partie des rares sujets où la société et le politique s'en sont emparés avant que ce soit développé dans les entreprises. Alors, Facebook, peut-être IBM et autres, mais à quelques exceptions près, c'est pas ce qu'on rencontre.
Et donc c'est vrai qu'on essaie déjà, enfin moi ma vision c'est qu'on essaie quand même de donner des réponses à des sujets qui ne sont pas posés. Alors si la réponse elle est par la loi, c'est très clair, les entreprises respectent la loi, donc au moins l'avantage c'est que ça sera pas, le sujet ne sera pas vite traité. Alors si vous allez sur le site internet, ce que j'ai fait pour préparer la conférence, Suez, et vous regardez éthique, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors il y a marqué éthique et transparence. Donc là je pense qu'on rejoint un point. C'est la notion de transparence, c'est ce qui va le plus dessus. Et alors, donc on a une charte de l'éthique qui fait 33 pages, qui est publiée, que tout le monde est censé appliquer à tout moment, y compris moi, donc je vais la lire. Non, je rigole. Et donc j'ai recherché dedans, enfin, travaillé beaucoup sur les valeurs, les exigences. Et la notion d'intelligence, elle apparaît dans la collaboration où finalement on doit mobiliser l'ensemble des forces donc au service d'une gestion intelligente et durable des ressources essentielles à notre avenir. Et finalement, on s'aperçoit, mais ce qui est un peu logique par rapport à notre positionnement, qu'on va peut-être protéger en priorité la ressource. Donc on parle de la ressource, c'est la ressource en eau, les différentes ressources, parce que c'est le cœur de notre métier, et que pour ça on va mobiliser pas mal de choses, mais on ne va pas nécessairement spécifier comment on va gérer ces choses-là. On a une finalité qui est au-dessus de la finalité, qui est la finalité dont on discute, qui est finalement la planète est peut-être plus importante à protéger, je ne vais pas dire que l'homme, mais en tout cas il y a un ensemble de moyens derrière qui sont là. Alors on en arrive à ce sujet, et je suis certain que si je prends d'autres industries, d'autres métiers, on a cette approche-là. Donc je pense qu'on est quand même très en avance par rapport aux entreprises sur la prise de conscience de ça. C'est vraiment peut-être le moment parce que les technologies se développent, se déploient. Les chartes, les principes d'éthique et ce qui existe, de toute façon, s'adapteront. On a des déontologues, il y a des réseaux de déontologues et ainsi de suite, s'adapteront. Ils n'ont pas été formés pour ça aujourd'hui. Moi, ma perception personnelle, je préférais que ça rentre dans l'entreprise plutôt par la raison d'être de l'entreprise et par une finalité qui est partagée et des objectifs qu'on va se fixer et qui permettront de trouver la répartition entre l'homme et la machine, plutôt qu'en mode RGPD, entre guillemets, où j'ai un texte de 100 pages et finalement mais parfois c'est un bloque. peu aussi essentiel de passer par là pour qu'on voit s'appliquer un certain nombre de choses. Absolument. Le RGPD en est une illustration. Et voilà, mais parce qu'il ne s'est rien fait avant sur les données personnelles, et donc en final... Non, on peut pas tout à fait dire ça. Mais je crois qu'effectivement, et pourtant, toutes les entreprises n'étaient pas compliant au RGPD le jour du passage. Donc si plein de choses avaient été faites avant... Non, mais le texte a mis... on rappellera que le texte a mis 6 ans à être élaboré. C'est pas tout à fait le sujet. Les données personnelles sont dans l'éthique. Quand on sera là pour les assises à Monaco, Je pense qu'il y a un point important. on va juste peut-être sur la techno parce que le temps file. Est-ce que je peux avoir 45 secondes? Alors, Je parle pas 30 plus. secondes Alors 30 secondes, top chrono. À la fin du 19e siècle, a existé une réglementation en Grande-Bretagne qui a fini par poser un certain nombre de problèmes économiques et qui était la suivante, qui disait que tout véhicule à moteur devait être précédé à la distance de 25 mètres avec un porteur d'un drapeau rouge. Donc c'est effectivement, je crois beaucoup à la loi. Je crois qu'il y a des moments où il ne faut pas lui demander de faire des choses qu'elle ne sait pas faire. Et ça, c'est une des dérives de notre société, pas forcément sur l'IA, mais qui est une dérive actuelle. C'est-à-dire qu'on demande trop à la loi et qu'on oublie que finalement, ça doit être qu'une disposition supplétive par rapport au vouloir vivre ensemble. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bernard, peut-être pour revenir sur le point que vous évoquiez, notamment sur le MIT et le Moral Machine, finalement. L'expérimentation s'appelait Moral Machine, pour ceux qui veulent la retrouver. Moral Machine par le MIT. Et donc, vous l'avez souligné au départ, il y a donc des choix qui sont opérés, Oui. mais qui varient en fonction de la disparité culturelle, selon les pays, selon Absolument. les croyances, selon... C'était une des grandes surprises des résultats de l'étude. Et ça était une grande surprise, mais ça pose du coup un certain nombre de questions de comment est-ce qu'on peut intégrer cette dimension dans cette intelligence artificielle intelligente, finalement, qu'on appellerait presque tous de nos voeux, parce qu'on a presque l'impression que c'est une utopie. Est-ce que Non, c'est savoir, pas impossible voilà, que non, savoir qu'elle soit, disparité, faire en sorte qu'elle soit universelle serait, me semble-t-il, utopique aujourd'hui. Savoir qu'à un moment donné, il devra y avoir débat politique. Là, on en revient à des fonctions politiques, c'est même pas juridique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il nous faudra un accord, un consensus sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans le domaine de la santé. Et effectivement, l'évolution du secteur de la santé face à l'intelligence artificielle est un sujet en soi et c'est gigantesque.
sur le fait qu'on risque d'aller vers le contrôle social généralisé, comme le font les Chinois. Les Chinois mettent en place des casques qui permettent de recevoir les émotions, enfin de recevoir en temps réel les émotions des personnes pour savoir si elles sont en colère, fatiguées, énervées, etc., sans parler des systèmes de reconnaissance faciale et autres. Donc par définition, je crois qu'il y a un besoin de consensus dans les sociétés démocratiques. Notre problème étant sur l'IA, c'est que nous sommes dans une sorte de tenaille entre la vision américaine, qui est entre guillemets le laisser-faire jusqu'alors, typiquement avec les risques de Facebook tels qu'ils ont été avérés d'un point de vue politique, social et économique, et d'un autre côté le crédit social chinois. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le système de notation sur 3 chiffres de l'ensemble des Chinois à l'horizon 2020-2021, qui empêcherait certaines personnes jugées déviantes ou ayant eu des comportements qui déplairaient à l'autorité de pouvoir se déplacer, avoir accès au crédit, avoir des promotions dans le cadre de leur travail, etc. Et pour dire, le Conseil d'État chinois a dit, notre but c'est de discréditer, voire de mettre en faillite les personnes qui seraient effectivement visées par ces mesures. Donc c'est très clair, et ça vise actuellement, dans la phase d'expérimentation, il y a déjà 17 millions de personnes qui ont été empêchées de voyager à cause de ce crédit social. Donc pour les amateurs de science-fiction, c'est Dark Mirror, Nosedive. Je vous en prie. Aujourd'hui, on a le principe de classification au niveau des France. C'est un principe officiel. Hein. Vous êtes habilité sur Ah, oui, projet à travailler ou pas. Bien sûr. Donc, quelque part, ça existe déjà. Si je puis me permettre, pour avoir été confronté et avoir travaillé pour la DGA, l'analogie me semble audacieuse, pour le moins. Parce que là, nous parlons d'un système global de notation de 1,4 milliard de Chinois et qui a pour but de faire un contrôle social généralisé. Qui est du rating dans l'assurance par rapport à un crédit est une chose. Que l'on édifie cela comme un modèle social où, en gros, la délation, l'autocensure deviennent la norme, je crains, monsieur, qu'on ne puisse pas comparer. Alors, sur les enjeux d'explicabilité, ça c'est aussi un point clé. On peut peut-être en dire un mot, parce qu'effectivement, il y a aussi besoin d'expliquer, de comprendre les résultats qui sont annoncés. Et ça, effectivement, c'est un des grands points sur lesquels il va absolument falloir travailler sur l'IA. Donc tout à fait, et pour rebondir sur les notions de GDPR qui ont été mentionnées tout à l'heure, c'est vrai qu'on est censé justifier les décisions qu'on utilise, que ce soit par des systèmes cognitifs ou pas. Donc l'enjeu d'explicabilité, il est complexe. C'est pas toujours aisé d'expliquer un algorithme, surtout quand il repose sur des réseaux de neurones. Tant qu'on est sur des arbres de décision classiques jusqu'à 5 variables, c'est encore gérable, mais c'est vrai que sur la partie, sur des algorithmes beaucoup plus complexes, c'est impossible de prévoir, en tout cas en tant qu'humain, de prévoir le résultat. Pardon ? Les scientifiques, pour en avoir parlé avec des spécialistes de ça au Collège de France, eux-mêmes disent que parfois on a des résultats non reproductibles qui sont totalement, en fonction des... Voilà, exactement. Donc voilà, donc tout l'enjeu, effectivement, c'est d'expliquer comment on arrive à un résultat, notamment un résultat positif. Mettons qu'on ait un système cognitif qui est là pour accorder des crédits. Donc effectivement, si on se base déjà sur un jeu de données qui remonte à plus de 50 ans, nous, les femmes, de facto, on est exclues parce qu'elles étaient peu ces femmes qui avaient des comptes bancaires. Donc, c'était avant. Oui, mais voilà, j'exagère, etc. J'exagère, mais vous comprenez à peu près. Voilà, ça dépend dans quel pays. Donc potentiellement, il y a 50 ans ou plus, on était moins à avoir accès à des crédits, etc., puisqu'on n'avait même pas le compte bancaire. Donc voilà, c'est choisir, encore une fois, ce jeu de données, etc. Et identifier ses biais, on revient encore là-dessus, c'est super important. Et après, l'idée, c'est d'expliquer l'algorithme, non pas les critères qui nous amènent à un résultat négatif, mais quels sont les critères qui nous amènent à un résultat positif. En fait, il est plus aisé de dire, vous n'avez pas, en tant que médecin par exemple, vous n'avez pas la fièvre, vous n'avez pas ça, etc., donc vous n'avez pas la grippe. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez la grippe? Donc en gros, c'est plus facile d'être dans la négation et d'arriver à un résultat que de se dire quels sont les critères qui nous amènent à un résultat positif. Donc là-dessus, nous aussi, IBM a travaillé beaucoup sur le sujet et on développe des outils pour permettre de donner tout ou partie de l'explication d'un algorithme, parce que ça fait effectivement partie de la transparence que l'on doit en fait quand on développe des systèmes cognitifs.
Paul-Olivier, dans la continuité de la transparence qui a été évoquée plusieurs fois, on a parlé des technologies qu'il faudrait réglementer, encadrer, mais il y a aussi la version où les technologies peuvent accompagner la traçabilité, la vérification d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est effectivement l'autre versant. Est-ce qu'on peut peut-être revenir en quelques mots sur l'appui des technos et dans quel cadre, avec notamment la notion à la fois de robustesse et de sécurité qui vont effectivement être primordiales. Je pense qu'on est dans une situation finalement où on a une évolution technologique qui est neutre. C'est-à-dire qu'il y a les problématiques, c'est lorsqu'elles s'appliquent et qu'elles permettent de prendre des décisions qui font peur. Et de l'autre côté, c'est effectivement un outil qui est indispensable pour maîtriser la complexité du monde dans lequel on est. On raisonne sur les problématiques d'application d'algorithmes complexes, d'intelligence artificielle sur la voiture autonome, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui comment dire, est très parlant et qui en plus est actuellement l'objet, entre guillemets, maudit, qui est à l'origine de beaucoup d'inquiétudes, de beaucoup de rejets. Mais en fait, il y a des tas d'endroits où on a des... Et puis ça fait effectivement, c'est des choses qui durent depuis 30 ans. C'est-à-dire que ça fait quelques dizaines d'années qu'on utilise des outils de ce type-là pour mieux comprendre un certain nombre de choses. Et dans des domaines comme ceux de la santé sur lesquels je travaille, il y a des choses qui sont effectivement extrêmement intéressantes. Par exemple, en oncologie et en anapath. La reconnaissance d'une cellule cancéreuse se fait, à dire d'expert, au regard d'un médecin. Et là, il est très clair que autant on peut se poser des questions, sur la pertinence de confier la totalité de la conduite d'un véhicule à un algorithme, à un automatisme. Ça pose encore question aujourd'hui. Mais je pense qu'en fait, on va très vite avoir la réponse. On va avoir des véhicules qui seront beaucoup plus assistés, mais il y aura toujours très vraisemblablement l'obligation de les débrayer pour un certain nombre de cas de figure. Et on va retomber sur des cas où ça va être très utile, c'est pour garer les bus à l'intérieur des parkings, des garages. Donc, pour revenir à ce sujet, donc là, il y a des progrès, des voies de progrès qui sont absolument énormes. C'est-à-dire que autant imaginer une opération complexe effectuée par un robot piloté par algorithme, je pense qu'on n'y arrivera jamais, ne serait-ce parce qu'il y a des problèmes de responsabilité qui peuvent être extrêmement coûteux. Mais qu'en revanche, on ait une aide de diagnostic en disant la probabilité que cette cellule soit cancéreuse, parce que par logique d'apprentissage profond, on aura réussi à démontrer que effectivement, cette thrombine, ce type d'irrégularité renvoie avec une probabilité très forte à une cellule cancéreuse. Là, on aura un outil d'aide au diagnostic et qui sera un outil qui, là, effectivement, sauvera des vies. Oui, et il faut préciser effectivement que... Sans sacrifier le petit garçon qui traverse. Absolument. Mais c'est vrai que on a maintenant, dans certaines spécialités de médecine, je précise que dans une autre vie, j'ai fait des études dans ces domaines, on a des spécialités où on a maintenant sur certains types d'examens très normés de meilleurs résultats par des intelligences artificielles. Je ne citerai pas IBM, je sais qu'ils y travaillent beaucoup. Vous pouvez. Je me doutais que vous apprécieriez. Mais de fait, se posera la question de savoir si on peut uniquement se fier à l'humain ou si on devra à un moment donné avoir un double regard par rapport à ça. Là encore, ça fera l'objet d'un consensus. Il faudra voir au fur et à mesure. De la même manière, sur la voiture sans pilote, si les voitures devaient être coordonnées entre elles, c'est-à-dire que ce ne soit pas véritablement du pilotage, mais une sorte de coordination de flotte. Et si on se rend compte qu'il y a 10, 20 ou 50% d'accidents en moins, voire plus, suivant les études, il y a un moment où on se posera la question de savoir si en termes de politique publique, le fait effectivement d'utiliser des voitures traditionnelles sera considéré comme une prise de risque inacceptable. Voilà, j'en termine. Oui, mais c'est quelque chose, je trouve, sur lequel vous n'avez pas assez insisté. Vous avez parlé des 2 morts qu'on a vues sur les expérimentations autonomes. On n'a aucun chiffre sur le nombre de morts qui ont sans doute été évitées. Grâce à des expérimentations de ce genre. Tout à fait. Au moins, c'est sûr, au moins sur lequel Tesla a communiqué. Oui, bien sûr. Non. Donc, bien sûr. Non mais attendez, moi, tous les politiques aux États-Unis sont en train de dire, vous savez qu'il y a une phrase nouvelle qui existe maintenant, c'est « Is driving the new smoking ». C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, ce sera aussi discriminé de vouloir conduire sa voiture que de fumer dans la rue? Imaginez fumer au volant. N'exagérons pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'attitude qui nous paraît aujourd'hui extrêmement prudente par rapport à la voiture sans pilote sera une attitude d'exclusion par rapport aux voitures avec pilote.
Et puis il y a également, pardon. Je vous en prie. Oui, non, je suis d'accord. Moi, chaque fois que je suis beaucoup l'actualité de Tesla, et entre deux accidents de Tesla, en fait, il y a eu énormément de morts, et c'est jamais comparé. Il y a un biais justement journalistique. Sur Évidemment, sur parce que le c'est la sujet. nouveauté, Pardon. donc la loupe Et est sur ces nouvelles d'ailleurs, la technologies. dernière annonce de Tesla est assez intéressante, Ouais. sur le fait de dire, en fait, moi, on va lancer une assurance. Parce que finalement, s'il y a peu de prise de risque ou pas de prise de risque, l'assurance Tesla pourrait être moins chère, et il pourrait assurer lui-même ses voitures et vendre des voitures déjà assurées, contrairement à quelqu'un qui achèterait une voiture avec un moteur, et dans ces cas-là, devrait aller ensuite chercher un assureur et démontrer son risque vis-à-vis de l'assureur. Et je pense que cette question-là va être intéressante. Oui, et je précise que tous les acteurs actuels des technologies, qu'il s'agisse d'Apple, de Google, de Facebook et d'autres, sont tous arc-boutés sur le fait non seulement de devenir des banques, ce qui effectivement est une chose, tout le monde y pense avec le système, effectivement, le nouveau système crypto et autres, mais de devenir des assureurs, puisqu'ils auront une maîtrise du risque par l'information qu'ils recevront en permanence, qui est infiniment supérieure à toutes les formes de rating actuelles des systèmes prudentiels tels qu'on peut les connaître. Moi, j'ai travaillé avec des réassureurs. Je veux dire, les réassureurs qui sont des grands dévoreurs de chiffres rêvent de l'information dont peut disposer effectivement Facebook ou Google sur les individus. Et là, ne croyez-vous pas que la loi pourrait aider justement en empêchant ou en autorisant, j'ai pas de religion sur le sujet, ces GAFA à embrasser le métier d'assureur? Alors, attendez, si vous me demandez à moi, attendez, là-dessus, en tant qu'Institut de la souveraineté numérique, ma réponse est très claire. Je vais vous dire une chose, je milite auprès du Sénat, auprès des ministères actuellement, sur la solution la plus radicale qui est le démantèlement de Facebook. Mais il n'y a pas que Facebook. Non, et je continue là-dessus pour aller plus loin. Le métier qui a été mis en lumière au travers de l'expérience, du scandale Cambridge Analytica, c'est le métier de data broker. C'est-à-dire des sociétés qui sont peu connues du grand public. Axiom, Oracle est un data broker, peu de gens le savent, etc. Ou Experian, par exemple, il y en a plusieurs. Ben, c'est pas compliqué. Moi, je considère que ce métier devrait être interdit, purement et simplement. Le risque est trop grand. L'agrégation de données à ces stades, vous avez un extraordinaire article du Financial Times, vous voyez, qui n'est pas une revue anarcho-libertaire de gauche, vous voyez, typiquement, qui disait c'est pas régulable, c'est pas possible. Ils ne pourront pas s'autoréguler, c'est un peu comme Facebook, et par définition, à terme, il faudra que ce soit interdit. Donc je pense que, dans ces termes, et je laisserai effectivement Paul-Olivier, qui est beaucoup plus expert que moi sur la mise en œuvre du RGPD, peut-être en parler, mais je pense qu'à un moment donné, le RGPD n'avait pas intégré ces dimensions, parce que ce n'était pas encore à l'ordre du jour. N'oublions pas que ça a été commencé il y a plus de 6 ans, plus de 7 ans maintenant, les travaux de rédaction. Et donc moi, je pense qu'à terme, oui, effectivement, sur ce que vous dites, on ne pourra pas laisser les GAFA en l'état acquérir une connaissance tellement intime de chaque individu que, ça pourrait donner lieu à toute forme de dérive, de chantage, de manipulation, qui se voit déjà aujourd'hui. Et 2, il devra y avoir effectivement une étanchéité. Nos amis allemands, la haute cour allemande, a interdit l'agrégation des données de Facebook entre Instagram, Facebook et WhatsApp. Ce qui fait hurler Facebook, bien sûr, mais ce qui pourrait donner lieu à une forme de jurisprudence européenne. Donc vous voyez, je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin et qu'effectivement, le cœur, Madame l'a rappelé tout à l'heure, le cœur de l'intelligence artificielle, c'est la data. Parce qu'aujourd'hui, à de très rares exceptions près, je ne vais pas faire un discours technique, les intelligences artificielles ont besoin d'énormes séries de données pour fonctionner. D'énormes séries de données. Mais pas forcément, en fait. Exactement, je sais. En fait, c'est la qualité du jeu de données Voilà. qui est important. La qualité... Et le fait de capitaliser sur un énorme volume de données, ça peut amener beaucoup plus de biais que C'est bien pour ça que j'ai introduit moi-même la nuance, parce que je sais effectivement que les scientifiques là-dessus sont pointus et y tiennent. Mais globalement, quand on s'appelle Google, quand on s'appelle Facebook, quand on s'appelle Amazon, et qu'on a une vue quasiment transversale sur ce qu'on dit toujours, qui est le premier à informer que vous avez un cancer? C'est pas votre conjoint ou votre conjointe, c'est Facebook, c'est Google. Parce que vous irez tout de suite chercher. On fait des cartes de progression des épidémies en Afrique grâce aux recherches sur Wikipédia et sur Google. Donc voilà, bien sûr. Donc par définition, je crois que là-dessus, il y a un moment, un seuil de connaissance de l'individu dans son intimité. Parce que qu'est-ce que c'est que la vie privée? C'est la description de notre intimité. Tout à l'heure, Paul-Olivier a prononcé le mot de personnalité, enfin d'extension de personnalité vers, comme certains le réclament, comme comment s'appelle-t-il, Alain Bensoussan, qui demande la personnalité pour les robots. Moi, j'y suis violemment hostile, pour dire les choses, de la même que je suis entièrement hostile à la propriétarisation des données, comme certains le demandent. Vous avez peut-être vu ce rapport, je ne sais plus c'était quel institut ou think tank libéral, qui disait il faut pouvoir faire pièce au... Ça, c'était du grand n'importe quoi. Parce que si vous dépossédez de votre donnée pour pouvoir la revendre,
vous vous dénudez et vous permettez aux uns et aux autres dans ces domaines de faire à peu près n'importe Oui, quoi. mais- Les assurances sont déjà dans cette logique. Si je peux me permettre, c'est une grande erreur. Oui, mais c'est déjà un phénomène. De fait, la loi française ne permet pas, en particulier sur la donnée biologique, elle ne permet pas la revente. Mais Oui, mais je pense qu'il faut revenir à certaines choses. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir des éléments, des solutions de type juridique. Le fait est, c'est que les législations sont fondées sur un principe de territorialité. et oui. Ensuite, et on a un objet qui est par nature Enfin, extraterritorial. par nature, pas tant que ça. Attends, je t'ai laissé parler. Ah, je t'en prie, je t'en prie. Mais Je t'en prie. ta- Je t'en prie. ta- Il y ta- tient, ta- il y ta- tient, ta- ta- il y tient, il y tient. Pour une fois que je suis bien élevé. Il le dit. Bon, donc il y a un problème, c'est que les GAFA sont transnationaux et que l'on a des États qui, eux, sont territoriaux. On peut tout à fait raisonner sur, comme il y a eu le découpage ou la destruction d'un Standard Oil, d'ATT. Bon, mais le problème, c'est que ça a été fait lorsque ces entreprises avaient une position dominante au niveau national. Ce que l'on a de nouveau avec les GAFAM, c'est que ce sont des structures qui ont des positions dominantes au niveau mondial et tout de suite. C'est-à-dire que au moment de l'automobile, on avait des constructeurs qui étaient régionaux. Il y avait Berlier à Lyon, il y avait les... bon. Là, on a tout de suite été mondial. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont changé, mais ce n'est pas forcément des problèmes qui sont intrinsèquement liés à l'intelligence artificielle et à la délégation que l'on donne à un certain nombre d'objets. Donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent autour des données. Je crois que le point clé, c'est la régulation des données. C'est la date. Alors ensuite, appropriation, non-appropriation. C'est fini? 2 secondes. Top. 2 secondes pour terminer? Ok, donc écoutez, bonne nuit. Non, je pense qu'effectivement le sujet est important. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber sur trop de transversalité. C'est-à-dire qu'on a le problème des GAFA. Les GAFA qui se sont mis en position d'avoir un monopole sur un certain type de données, mais qui sont globalement les données d'Internet, l'utilisation d'Internet, pour faire simple, Google et toutes leurs déclinaisons. Sauf que on est vraisemblablement à un moment où ils n'iront pas plus loin. Ouais, juste un commentaire là-dessus. IBM étant à part, puisque vous faites partie Non, des non, on n'est GAFA pas et vous GAFA. avez une capacité de rebond Juste depuis pour rappeler 1919. que 80% des données restent dans les entreprises aujourd'hui. Enfin, Oui, voilà. mais Donc, là, non. il y a encore des choses qui sont à notre main et sur lesquelles, si on veut Ouais. diriger un petit peu notre avenir. Parce que je pense qu'absolument, et ça je crois qu'il y a des je pense gisements. qu'il faut conseiller, il faut donner des recommandations, etc. C'est Oui. peut-être pas législatif, mais... Non, je pense que ça se jouera au niveau des acteurs et je pense qu'il y a des pistes extrêmement importantes de mutualisation de données, notamment industrielles, dans certaines conditions, de façon à recréer de gros jeux de données qui permettent quelque part de contrebalancer les informations que les GAFA ont monopolisées à travers le verrouillage de l'accès à Internet, pour faire très simple. Donc on poursuivra sur le fait de garder la main, et puis du démantèlement de Facebook que l'on va suivre suite aux travaux de Bernard Benamou. C'est pas les miens. C'est pas les miens. La prochaine conférence, merci Avec plaisir. beaucoup aux 4 On n'a invités parlé d'avoir que de répondu. l'IA à application civile. Est-ce que si on parle de l'application militaire de l'IA, Si je peux. Oui, alors ça c'est encore un autre sujet. Bon, qui on est peut- là. Ce serait avec grand plaisir, monsieur. Ce serait avec Mélanie, grand plaisir. on peut continuer ensemble. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi. Allez, sous cette réponse.